Bonjour tout le monde. D'abord, merci au Festival Climax de nous accueillir et de nous permettre d'échanger à propos de cette question importante aujourd'hui de la désobéissance civile et aussi de la radicalité, mais de ce que ça veut dire, surtout la radicalité, parce que ça veut tout et rien dire, mais on va essayer de mettre des mots là-dessus. Je vais quand même faire un petit tour de présentation parce que c'est important de savoir d'où parle chacun. Alors d'abord, juste à côté de moi, Pauline Boyer. Vous êtes, on va se tutoyer, non peut-être plutôt. Tu es activiste écologiste et écoféministe à Alternativa, Greenpeace, c'est ça, je me trompe pas. Et tu es l'autrice de Manifeste pour la non-violence avec Johan Nessens, c'est ça? Donc voilà, à côté Elena Lazare, donc tu es militante d'abord à You for Climate en 2019, c'est ça, You for Climate qui était à l'origine des marches pour le climat, aujourd'hui plutôt avec les soulèvements de la Terre et Terre de lutte, c'est ça. Et voilà, militante infatigable. Et à côté, et à côté, William Bourdon, avocat qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même, et qui est auteur Est-ce que vous pouvez me rappeler le titre du livre qui va sortir dans les jours prochains, je crois, c'est ça, et montrer le livre. Voilà, qui sort le 21 septembre sur le fil de la défense de Raoni à Snowden. 40 ans d'affaires internationales. Voilà. On en parlera un petit peu ensuite. Alors d'abord, pour commencer, simplement, je me tourne vers Pauline et Elena. La désobéissance civile, vous êtes activiste, donc évidemment, vous savez ce que c'est. Vous avez épousé ce mode d'action. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, l'une après l'autre, alors c'est à vous de voir qui commence, mais pourquoi avoir épousé ce mode d'action? Et est-ce qu'il a été inspiré de modèles? Est-ce qu'il a été inspiré d'une pensée? Bonjour à toutes et à tous. Je suis devenue activiste entre 2013 et 2015 parce qu'en fait, il y a quand même un petit cheminement avant de passer à la désobéissance civile. Très rapidement, quand j'ai commencé à m'engager, j'ai été un peu impressionnée par par les actions de désobéissance civile et de l'impact qu'elles donnent à des campagnes qui sont menées. Et tout ça comme tu l'as dit, dans Greenpeace, puis Alternativa, puis de nouveau Greenpeace, où en fait on a des mouvements là qui sont dans des stratégies de lutte non violente et donc qui intègrent tout le panel des actions non violentes qui sont pour la plupart légales. Donc c'est des campagnes menées pour mettre en place des rapports de force pour contraindre ou persuader, ou les deux, nos adversaires d'accéder aux revendications. Et donc, c'est une construction de rapports de force avec souvent du fonds de campagne, qu'est-ce qu'on veut. On demande à notre adversaire, par exemple à Total, de mettre à son agenda l'accord de Paris dans des rencontres avec des acteurs du monde de l'exploitation des énergies fossiles qu'il ne fait pas. Et donc on lui dit bah oui, mais on va bloquer le sommet si tu le fais pas. Et donc on a comme ça une montée crescendo des actions, et les actions de désobéissance civile permettent de mettre en lumière tout le travail qui est fait par ailleurs de ces plaidoyers, de ces pétitions, etc. Et avec cette logique qui est donc de stratégie de lutte, il y a tout le pendant qui pour moi est important, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec Johan sur le manifeste pour la non-violence. C'est tout le côté philosophique de la non-violence, qui est un peu une quête de sens de la vie, en fait, de donner du sens et le respect du vivant sous toutes ses formes, qui amène aussi à transformer les interactions qu'on a au sein même de la lutte. Voilà, donc moi c'est là-dedans que j'ai épousé la lutte, c'est là-dedans que je me suis développée, et avec des modèles, au début on parle souvent de Martin Luther King et de Gandhi, mais il y a énormément de femmes incroyables comme Ogari Tunan au Liban, comme Madonna Thunderhawk aux États-Unis, comme le mouvement des femmes Chipko en Inde. Voilà, donc je vais être brève, je m'arrête là, mais c'est voilà un peu toutes les inspirations qui sont venues me nourrir au cours de ces années. Elena, même question. Est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Pauline ? Oui, en tout cas, sur la nécessité de la désobéissance civile, c'est la question, oui. Comme l'a très bien dit Pauline, souvent on ne fait pas que des actions de désobéissance civile.
L'idée, c'est pas de dire qu'un mode d'action nous permet d'un seul coup d'accéder, directement d'emporter des victoires, etc. Il s'agit de contexte, de stratégie. Moi, j'ai commencé à militer dans des cadres plutôt légaux. J'ai fait pas mal de choses, du plaidoyer au niveau local, mais aussi à l'échelle européenne. On a demandé de l'argent pour la transition écologique avec des scientifiques du GIEC. Et c'est vrai que d'avoir essayé quand même tout ce panel d'actions légales, à un moment, ça m'a fait me poser des questions parce que je voyais que malheureusement, ce panel d'actions-là ne me permettait pas toujours et même souvent de remporter des victoires dans les causes dans lesquelles je m'engageais. Et à ce moment-là, il y a eu l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et aussi de gros mouvements étudiants. Je pense que tout ça fait un contexte global qui fait qu'on a été beaucoup de jeunes à se dire mais pour leur mettre réellement la pression, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on passe à la vitesse supérieure? Et c'est vrai que la désobéissance civile, elle permet d'accentuer la pression sur plein de leviers différents. Typiquement là, ces derniers temps, je me suis beaucoup engagée dans la lutte contre les méga-bassines. Donc je pense que maintenant ça sert plus à rien de les présenter, ce qui est assez incroyable parce que même il y a 6 mois, je pense avant le deuxième manif de Sainte-Soline, les gens savaient pas trop ce que c'était, mais du coup c'est des énormes piscines de plastique qui pour l'instant sont surtout construites dans le Marais Poitevin, qui visent donc à irriguer l'été. C'est des bassines qu'on remplit donc l'hiver pour ne pas avoir pour pouvoir contourner les dérogations d'irrigation quand il n'y a plus d'eau l'été, notamment pour arroser du maïs. Et ces méga-bassines, notamment, je pense qu'on a fait énormément de choses pour faire en sorte de pousser l'idée d'un moratoire, donc l'arrêt de tous les chantiers qui sont en cours. Mais une des choses, je pense, qui a pesé dans le rapport de force, typiquement, c'est d'aller démanteler ces méga-bassines, d'aller enlever les bâches, enlever les tuyaux. Et avec ces gestes-là, en fait, on avait un impact économique qui était d'autant plus considérable en dehors de la symbolique de gestes qui peut être repris par plein de personnes et vraiment mettre en échec, en fait, l'installation de ces projets. Donc voilà, c'est un exemple, mais en fait, c'est vrai que des fois, si on reste dans les cadres légaux, malheureusement, on n'a pas assez de leviers pour remporter des victoires, surtout lorsque face à nous, il y a des grands acteurs politiques et économiques qui donnent quand même au début l'impression d'une situation à la David contre Goliath. Mais sur ce, je vais laisser la parole à non. William, il y a une autre question. Désolée. Alors, on reviendra ensuite sur la suite à donner à la désobéissance civile, et là, on parlera peut-être plus précisément encore des modes d'action, et le rapport peut-être à la légalité. Mais d'abord, je me tourne vers William Bourdon. Alors d'abord, quel regard vous portez d'abord sur ce qui vient d'être dit, et puis ensuite, surtout, là, on voit des mouvements de désobéissance civile, mais collectifs. Est-ce que je crois que vous voulez revenir sur la différence entre ce que c'est être désobéissant individuel et désobéissant collectif? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je crois que c'est important de s'interroger collectivement. C'est pour ça qu'on est là sur pourquoi cette explosion de la désobéissance, pas simplement en France, mais à travers le monde. Que ce soit des désobéissants individuels qui agissent anonymement et qui d'ailleurs ont besoin de cet anonymat pour se protéger d'une criminalisation parfois outrancière. Et puis cette désobéissance collective. Juste quelques minutes pour... Qu'est-ce qui se passe? Outre le fait que de façon assez paradoxale, il y a une explosion de la désobéissance alors que les lanceurs d'alerte n'ont jamais été aussi protégés et parfois efficacement protégés. La loi Wasserman de mars 2022 protège efficacement en France les lanceurs d'alerte et les protège tellement bien que finalement un lanceur d'alerte, s'il est protégé, n'est plus désobéissant, il est obéissant. C'est-à-dire que respectant les dispositions de protection d'un lanceur d'alerte, sa désobéissance disparaît derrière la protection dont il bénéficie comme lanceur d'alerte. Donc on est dans un moment paradoxal. Donc juste quelques minutes. Je vais pas revenir à la Boétie sur la servitude consentie, mais il n'y a pas de société, je parle d'une société démocratique, pas des sociétés sous contrainte, si la majorité de la population n'obéit pas à la loi, avec plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins d'utilitarisme,
plus ou moins de cynisme. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une fraction importante de la population qui considère, comme tu viens de le dire, qu'il n'y a pas d'autre voie que de désobéir? Deux, trois idées simples. Il y a toujours eu des grands esprits depuis l'histoire de l'humanité qui ont dit que la désobéissance faisait respirer une société. Elle était même indispensable. Ça a commencé par, il faut s'en souvenir, Cicéron et Saint-Augustin, qui ont conceptualisé l'idée très forte qu'un soldat auquel on demandait de commettre l'irréparable, l'ignominie, tuer un enfant, devait désobéir. Déjà à Rome et Saint-Augustin. Je vais vite, parce que la nuit ne suffirait pas, il faudrait passer par toute la jurisprudence du tribunal de Nuremberg. Mais donc on en vient à aujourd'hui. Il y a le sentiment qui est commun entre les désobéissants et les lanceurs d'alerte, que d'un côté, il n'y a jamais eu autant de menaces systémiques contre les citoyens. Et puis ce n'est pas simplement le GIEC ou les scientifiques qui le disent. Ce sont même les politiques qui le rappellent parfois pour mieux manipuler les citoyens. Donc il n'y a jamais eu autant de menaces systémiques sur la biodiversité, évidemment le réchauffement climatique, et puis des menaces également sur notre vie privée, la société de surveillance, qui a frappé un grand coup contre la société de surveillance, c'est Snowden, dont je suis l'avocat français. J'ai vu plusieurs fois à Moscou, qui malheureusement est dans une tanière pour l'instant pour des années et des années. Bon. Et en même temps, les gens se disent, on nous bassine, pardon, pas un mauvais jeu de mots, mais on nous bassine sur le fait que les générations, et même nous-mêmes, la qualité de notre vie va être entravée, empêchée en raison de ces menaces. Et en face de nous, il y a d'un côté des pouvoirs politiques qui sont de plus en plus disqualifiés, qui apparaissent de plus en plus impuissants, et qui ne tiennent pas leurs promesses et qui semblent obsédés du court-termisme, c'est-à-dire leur survie politique, au moment où devraient être obsédés du long-termisme pour assurer notre survie collective à nous. Et puis, il y a des grands acteurs privés, des entreprises, de Engie à Total, qui nous expliquent que ce sont les nouveaux Pères Noël, des amis de l'humanité qui communiquent à fond sur les droits humains, le développement durable, qui est plutôt en fait le cynisme durable, et qui, une fois sur deux, ou plutôt beaucoup plus qu'une fois sur deux, sont dans une stratégie de duplicité, d'enfumage des citoyens et des consommateurs qui ne cesse de se sophistiquer. Voilà. Et donc, c'est ce constat qui fait qu'il y a une fraction de plus en plus grande de jeunes, pas simplement des jeunes, qui considèrent qu'il n'y a pas d'autre alternative que de violer la loi pour faire bouger la loi. Et chacun a en tête une très belle phrase de Martin Luther King. Il y a eu des très beaux documentaires ces derniers jours à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, et il dit c'est notre responsabilité morale et légale d'obéir à la loi si la loi est juste. Et il rajoute, mais c'est notre responsabilité morale aussi de désobéir aux lois injustes. Il avait prophétisé ce qui est aujourd'hui le bassin philosophique et conceptuel d'un mouvement de désobéissance dont l'obsession des politiques est que ça soit contagieux. Et d'ailleurs, pour avoir accompagné les lanceurs d'alerte depuis 45 ans, moi je suis étonné, sidéré, qu'il n'y ait pas plus de désobéissants dans ce pays, qu'il n'y ait pas plus de gens dans la rue. Je ne fais pas un appel à la violence là, mais évidemment. Mais compte tenu de la gravité des menaces et du fait qu'on est 10 minutes avant minuit, je pense que les pouvoirs politiques devraient se dessiller les yeux avant que, en France ou ailleurs, se structurent des vraies logiques insurrectionnelles, car aujourd'hui, c'est ça qui leur pend au nez. Tu parlais de... Tu parlais de protection des lanceurs d'alerte. Alors c'est vrai, ils sont plus protégés que jamais. Mais j'ai l'impression, je me tourne vers Léna peut-être, toi qui es dans les rangs des soulèvements de la Terre, avec cette dissolution, voilà, je vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas la raconter à nouveau. Mais on a l'impression quand même que les militants aujourd'hui sont plus que jamais défiés par l'État. On voit un certain nombre de dispositions sécuritaires répressives. On a l'impression que c'est pensé aussi pour vous faire
taire, pour vous faire peur, pour vous faire renoncer. Il y a un certain nombre de dispositions, alors je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais il y a un certain nombre de dispositions de prolongement de l'état d'urgence qui fait qu'on vous applique parfois certains outils qui sont plutôt réservés à l'antiterrorisme. Il y a la loi séparatisme qui accélère les dissolutions, etc. etc. Est-ce que tu le vois, ce glissement dangereux? Est-ce que tu le sens? Comment tu le décrirais? Ce qui est sûr, c'est que ce que je veux dire, c'est situer. Moi, j'ai toujours été militante écologiste, même si j'ai participé aux mouvements sociaux. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai commencé à militer donc en 2015 pendant la COP 21, et c'était le début justement j'ai l'impression de l'accélération d'une politique répressive de l'État. En effet, suite à l'état d'urgence, où déjà, on le rappelle, c'est vrai là, les soulèvements de la terre, ce qui nous est arrivé avec les arrestations dans les services antiterroristes et tout ça, c'est très grave, et ça passe on passe à une échelle supérieure en termes de répression, mais il ne faut pas oublier que pendant la COP 21, et ça peut-être que Pauline pourra davantage en parler, il y a eu quand même des dizaines de militants écologistes assignés à résidence pendant la COP 21. Et pareil, déjà, on utilisait déjà le droit antiterroriste pour faire taire des activistes écologistes. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ça a été assez glaçant. Moi, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Bien entendu, il y a la dissolution, mais il y a aussi des peines de plus en plus sévères qui sont prononcées dans les tribunaux à l'égard des militants écologistes, notamment lorsque c'est sur des thématiques sur lesquelles l'État veut vraiment instaurer... des thématiques sur lesquelles l'État justement ne veut vraiment rien laisser passer. Là, sur les bassines, c'est quelque chose qu'on subit, mais bon, c'est vrai que notamment sur le nucléaire à Bure, il y a déjà eu beaucoup de procès dans les... qui sont vraiment inquiétants, je pense, qui en disent long justement sur cette pente autoritaire qu'on est en train de vivre. Je parle de peine de sursis pour avoir participé à une manifestation anti-bassine, mais c'est aussi parfois des procédures judiciaires au long cours qui font que des personnes doivent pointer toutes les semaines au commissariat, ne plus voir leurs amis. Moi, j'ai un ami qui a été obligé de se marier avec sa compagne, parce que souvent devant le juge, le fait d'être marié ou d'être pacsé, ça fait qu'au moins on n'a pas de mesure d'éloignement, mais sinon ils se disaient mince, mais peut-être que même elle, je vais plus pouvoir la voir. Et il y a aussi toutes ces procédures en fait qui souvent n'aboutissent à rien. On se souvient de Tarnac aussi, même si c'est pas des militants écologistes, où tout le monde a été relaxé, mais pendant 7 ans, pareil, il y a une répression énorme sur ce groupe. On peut parler du groupe de Bure, et là, les soulèvements de la terre, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aussi. En fait, des procédures qui parfois vont mener à des relax ou à des toutes petites peines, mais en fait, pendant 5-7 ans, nous, on va être obligés de consacrer toute notre énergie à la défense. On va être interdit de certains territoires, on ne va plus pouvoir avoir des amis, etc. Et donc là, il y a plein de choses qui sont en tout cas en place pour faire taire totalement le mouvement écologiste. Et c'est très inquiétant. Et d'ailleurs, hier, il y a un texte qui a été écrit par Benoît, qui est un des porte-parole des soulèvements de la terre, qui a été arrêté à la SDAT le jour de la dissolution. C'est sur lundi matin, mais je vous invite vraiment à le lire, parce que lorsqu'on est un petit peu loin des milieux militants, c'est assez intéressant en fait, même si c'est quand même plutôt terrifiant de voir tout ce qui a été mis en place en fait vis-à-vis des soulèvements de la terre. On parle d'écoute téléphonique, de logiciels espions, de filature, etc. Mais ce texte, il est vraiment bien écrit en plus et très intéressant, donc je vous invite à le lire. Je me tourne vers toi, Pauline. Alors, tu fais partie d'Alternativa, et c'est vrai qu'Alternativa et ANV COP21 ont, par exemple, été à l'origine des décrochages de portraits. Et je crois que vous avez été aussi la cible d'une répression assez sévère. Pour l'écriture de ce livre, il y a pas mal d'avocats, d'écologistes qui nous ont dit « la peine, c'est le procès ». Est-ce que tu partages ça aussi? C'est-à-dire que le procès, le fait de vous amener devant la justice, quelque part, ça vient d'une intention de vous immobiliser, en tout cas d'immobiliser la lutte? Alors oui, c'est sûr que ça part de cette intention-là, mais justement, quand on pense aux actions qu'on fait, on pense toujours au dilemme que va poser ce procès pour qu'il serve l'intérêt de notre stratégie. C'est-à-dire qu'un procès ne doit pas nous coûter, mais doit coûter politiquement à l'adversaire. Et ce qui s'est passé notamment dans le cas des décrochages de portraits d'Emmanuel Macron, donc on est plus de 80 en France sur 40 procès à avoir été accusés de vol en réunion pour avoir décroché le portrait
portrait d'Emmanuel Macron pour dénoncer son inaction climatique et sociale. Et en fait, on les a transformés vraiment en tribunes politiques, et c'est ce qui arrive à chaque fois qu'on a des procès, avec des témoins qui témoignent du dérèglement climatique, de l'insuffisance de l'État à faire face, pour protéger la population face aux risques qu'il y a. Et donc, on transforme ça. Par contre, et je mets un gros bémol parce que Léna vient de parler de Bure. La situation à Bure, elle est incroyable. Moi, j'en reviens là. Et en fait, il y a une pression policière énorme qui est assez glaçante. Et en fait, eux ont eu les peines avant même leur jugement. Et en fait, il y en a qui ont été relaxés, mais qui ont eu leur peine avant, qui était une peine d'éloignement. Donc ça tue le mouvement, ça tue la stratégie, parce qu'on ne peut plus se voir, etc., etc. Et donc, ils démantèlent un peu le cœur de la mobilisation, même sans être autorisés par la justice à le faire. Et donc ça plus l'utilisation du terme écoterroriste, c'est un moyen pour l'État de transférer la violence. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas nous qui sommes violents, ce sont les activistes. Et en fait, c'est un moyen de détourner la conversation pour qu'on ne parle pas du fond du problème, qui est l'inaction de l'État face aux défis climatiques, environnementaux et sociaux. Alors justement, c'est vrai, Bure, c'est un exemple parlant. On se souvient par exemple du fait que plusieurs enquêtes avaient été regroupées pour permettre une enquête tentaculaire, c'est-à-dire qu'il y avait eu un incendie contre l'hôtel en face et qui avait été regroupé avec des reproches de manifestations interdites, etc., etc. Enfin, bon, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est vrai que c'est assez démentiel de ce côté-là. Je voulais me déplacer encore un petit peu en France et retourner dans les Deux-Sèvres, parce que juste après Sainte-Soline, au mois d'octobre, le 1er Sainte-Soline, on se souvient d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, et là je me tourne vers William, qui avait demandé aux juges de faire preuve de la plus grande fermeté contre les militants écologistes. Justement, ma question, c'est comment réagissent les juges quand ils reçoivent ce genre d'injonctions, ou en tout cas de messages, disons? Alors, comme toujours dans une démocratie, il y a des bons juges. Toujours eu des bons juges, des juges sympas. Ce qu'on appelle l'image du bon juge, c'est le juge Magnot, qui au début du XXe siècle relaxe une dame qui est poursuivie parce qu'elle a volé une baguette de pain et qui dit « Ah, état de nécessité ». Donc il y a toujours... Bon, donc, dans les interventions que nous faisons avec mon cabinet, avec d'autres avocats que vous connaissez, on tombe parfois sur des juges qui rendent des belles décisions, qui peuvent relaxer des militants au titre du désintéressement, de la liberté d'expression. Ils ne vont pas jusqu'à dire, parce que ça serait un pas politique, juridique, ça ouvrirait une boîte de Pandore énorme, qui est dire qu'au fond, quand il n'y a pas d'autre alternative, les militants pourraient bénéficier de ce qui est prévu dans le Code pénal, c'est-à-dire l'état de nécessité. Mais l'état de nécessité, moi ce que j'avais appelé dans un article il y a 20 ans, l'état de nécessité, c'est une forme d'exception de citoyenneté. Nous ne pouvons pas faire autrement au nom de notre survie collective, donc vous devez nous relaxer ou nous acquitter. Alors, plein d'avocats tentent de faire ça, mais pour l'instant il n'y a pas encore une décision qui de façon... Ça a été le cas, si je peux me permettre, pour le premier procès des décrocheurs de portraits à Lyon. Oui, je sais, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça, c'est une victoire, en tout cas politique et juridique. C'était une victoire symbolique sur l'état de nécessité reconnu pour une action de décrochage de portraits. Alors, il y a un juge d'ailleurs qui après a été emmerdé, je te le signale quand même, parce que son audace intellectuelle, à mon avis, n'a pas dû être très, très, très valorisante pour sa carrière. Et d'ailleurs, l'arrêt a été cassé, la décision a été cassée. Donc, il y a quelques juges qui rendent des décisions qui nous redonnent un peu d'espoir, qui nous réencouragent. En même temps, si on se met à la place de l'État, on se dit que c'est toujours bien d'avoir des bonnes décisions. Parce qu'il y a un calcul cynique qui est de dire, vous voyez bien que l'État de droit, ça fonctionne. Vous voyez bien qu'on limite le pire. Réjouissez-vous, le Conseil d'État a rendu une décision condamnant l'État pour une action, condamnant à des millions... réjouissez-vous, certains militants sont relaxés, etc., etc. Comme il y a eu des bonnes décisions qui ont été rendues dans toutes les affaires qu'on appelait après l'état d'urgence en 2015, c'est une façon aussi pour les politiques, cyniquement, en instrumentalisant le fait qu'il y a des décisions qui
à la marge, corrige le pire, de dire aux citoyens, vous voyez bien, la démocratie, ça marche. Donc, c'est piégeux. Alors, soulèvement de la Terre, la dissolution a été annulée. Évidemment qu'elle a été annulée. Enfin, tout le monde savait qu'elle allait être annulée. Ce n'est pas pour diminuer le mérite des avocats, mais c'était tellement caricatural. Donc, ça veut dire que c'est politique, là, c'est Darmanin, c'est du... Oui, c'est en référé, en référé. Oui, oui, voilà, en référé suspensif. Enfin, ça donne une bonne indication pour le fond, en général, à 90%, le fond suit le référé. Mais c'est le fond suit le référé, 95% même. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, ces Darmanin, c'est Dupond-Moretti qui a encore gueulé en disant hier, vous avez vu avant-hier la déclaration là, de Dupond-Moretti, j'en ai marre du concept de désobéissance civile. J'en ai marre qu'on me saoule les oreilles avec ça. Ça en dit long sur le fait que ce qui embarque la colère et qui provoque des passages à l'acte, c'est que s'empile sur la colère le sentiment de mépris. Et ce sentiment de mépris, il y a de plus en plus de citoyens qui le ressentent. De mépris et de mépris cynique. Darmanin, il n'en a rien à faire. Et quand il ose parler... Et de ce point de vue-là, nous, au cabinet qui sommes en contact avec des avocats européens, la France se distingue. C'est un peu le déshonneur de notre pays de voir des politiques qui vont si loin pour des raisons électoralistes et démagogiques dans la criminalisation des voix dissidentes et dans l'utilisation de l'arsenal juridique pour essayer d'intimider, de bâillonner, de faire taire les citoyens. On est un pays caricatural, on est un des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais nous, ce que nous devons dire, et d'ailleurs ce que nous disons collectivement, c'est qui terrorise qui? Qui terrorise qui? C'est vous, les nains, qui terrorisez Darmanin, ou c'est l'agro-business qui terrorise la nature et nous terrorise et terrorise Bruxelles avec ses logiques de lobbying et d'influence pour imposer le maintien du glyphosate et d'un certain nombre de pesticides qui nous empoisonnent à bas bruit et de façon certaine? Ce sont eux les terroristes. Et dans le passage à l'acte, il y a cette dimension. Dans la désobéissance, il faut renverser les choses. Il faut renverser et désigner qui sont les responsables, qui sont les véritables responsables. Et de ce point de vue-là, je termine, pas revenir dans le détail, mais l'instrumentalisation de la loi antiterroriste est scandaleuse. Il n'y a pas d'autre exemple. Peut-être en Hongrie, peut-être en Hongrie. D'autres exemples de dispositions antiterroristes pour des infractions de droit commun. Ça s'accélère. Et ça va s'accélérer. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Mais de mon point de vue, ces gens sont sans limite. Darmanin, il est sans limite pour prendre le pouvoir. Et comme la majorité de la population est quand même applaudie à bas bruit, dans un mélange de résignation, de capitulation, et puis aussi de droitisation du fait de la peur, parce que la peur, c'est le carburant des populistes de droite comme de gauche. Et de ce point de vue-là, le bon versant de la peur, qui est la fraternité et la solidarité, est en train de se faire un peu ébouillanter par le mauvais versant, qui est le recroquevillement identitaire, communautaire ou nationaliste. Donc voilà. Donc moi, en tant qu'avocat, je soutiens les désobéissants, je les accompagne, et on va parler dans un instant, évidemment, de ce qu'il peut y avoir de piégeux de bienfaiteurs et en même temps de piégeux dans la radicalisation. Et juste avant, tu parlais de fuite en avant, c'est vrai, de dérive Darmanin. Voilà, on se demande quand est-ce qu'il va s'arrêter. Pourtant, et je me tourne vers Léna, le ministère de l'Intérieur a connu un certain nombre de revers. D'abord la dissolution, voilà, des soulèvements de la Terre, qui n'a pas pu être menée à bien. Alors on verra en octobre, je crois, c'est le... Voilà. Il y a aussi eu la cellule Déméter, cette cellule de renseignement qui était appliquée aux opposants de l'agriculture productiviste, qui a été annulée par le tribunal administratif. Bon, c'était pas Darmanin à l'époque, c'était Castaner, mais c'est la même majorité, c'est le même gouvernement. Voilà, il y a des revers. Est-ce que ça te rassure en te disant le droit est avec nous, ou est-ce que au contraire ça t'inquiète parce que tu te dis en fait malgré ces revers-là, ça va pas les arrêter? C'est vrai que c'est complexe et on a de la chance, en tout cas dans le milieu militant en France, d'être entouré
de bons avocats qui nous accompagnent, etc. Mais c'est vrai que le droit, quand on n'est pas juriste déjà, moi justement j'évite de... en tout cas, j'essaie de prendre avec beaucoup de recul les bonnes ou les mauvaises nouvelles à la suite des procès, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même compliqué de... je trouve que c'est compliqué face à la répression d'en ressortir grandi, de gagner des victoires. Malheureusement, ça a un impact en plus psychologique. Après, c'est sûr qu'il y a des différences entre le procès des décrocheurs qui était prévu à l'avance, entre guillemets, où il y a vraiment une stratégie justement médiatique derrière ces procès et qu'en plus les peines ne peuvent pas non plus être énormes, et ensuite une stratégie de l'État, notamment sur certaines luttes locales, que ce soit la lutte antinucléaire à Bure ou la lutte contre les méga-bassines à Niort, où vraiment on arrête une foultitude de personnes, on se dit de toute façon on va réussir à obtenir assez facilement, quel que soit ce qu'aient fait les personnes, des interdictions de territoire, etc., pour vider aussi le territoire de ces militants. Quand il y a ces stratégies en tout cas là derrière, on se rend bien compte quand même que c'est pas à prendre à la légère et que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Après voilà, moi de mon côté je reste déterminée. Je pense que la plupart des membres des soulèvements de la Terre, même lorsqu'il y a eu l'annonce de dissolution, on est resté assez déterminés face à tout ça. De toute façon, on savait qu'on ne pouvait pas dissoudre un soulèvement, dans le sens on n'est pas une association de loi 1901, on est une coalition d'organisations. On voit que la lutte contre l'autoroute Castres-Toulouse va très très bien, alors qu'en fait il n'y a plus du tout là, en tout cas l'action d'octobre, on ne sait pas encore si elle va être annoncée comme soulèvement de la Terre ou pas. Donc voilà, je sais pas, désolée, je réponds peut-être pas très bien, je réfléchis en même temps, il fait un peu chaud aussi. Mais de toute façon, voilà, c'est un constant jeu de rapport de force, essayer de trouver des brèches pour s'en sortir bien. Mais là, c'est vrai que par exemple, la dissolution, si elle est annulée définitivement en octobre, peut-être que c'est quelque chose qui nous aura davantage renforcé qu'affaibli. Donc c'est quand même assez intéressant de voir aussi comment ça peut se retourner contre eux à force d'être totalement caricatural et en fait de s'attaquer aussi à des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi je pense que c'est vraiment ça aussi le fond du problème, et qui fait que là ils ont fait selon moi des grosses erreurs, c'est qu'ils comprennent peu les mouvements militants, et que même les renseignements territoriaux, en fait, ils font des rapports qui sont truffés de mensonges et qui, je pense, ne leur donnent pas du tout une compréhension fine de la situation, et du coup, heureusement. Je te posais cette question parce que c'est vrai que, par exemple, pour l'écriture de ce bouquin, on a interrogé des agents du renseignement et des membres des cabinets ministériels, et on leur a parlé de la décision du tribunal administratif qui avait rendu illégale l'existence de la cellule Déméter, dont je parlais, c'est-à-dire la cellule Déméter, c'était une cellule qui avait été mise en place pour contrer les atteintes au monde agricole à l'époque, et le tribunal administratif a jugé qu'elle était illégale parce qu'elle menait une entreprise idéologique, c'est-à-dire qu'elle avait pour but de bâillonner uniquement les opposants à l'agriculture productiviste, et que ce soit agents du renseignement ou membres des cabinets, nous ont répondu c'est pas grave, cette décision c'est pas grave, parce que si le cadre légal est contesté, on changera le cadre légal. Donc en fait, ça symbolise aussi une volonté et une doctrine du rouleau compresseur. Et je te pose cette question de est-ce que ça te décourage, parce qu'en fait on se dit est-ce qu'on est assez armé pour faire face à cette puissance-là? Je sais pas si tu veux réagir. Voilà, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer non plus, mais qu'on a aussi pas mal de ressources pour faire face à tout ça. Et après, il y a plein de choses qui se mettent en place. Déjà, voilà, j'ai parlé des avocats, il y a tout un réseau d'anti-répression en France qui est vraiment efficace. Et on essaie aussi de prendre soin les uns des autres, parce que mine de rien, en fait, là, il y a vraiment un volet psychologique qui est assez important. Et je parlais de l'ASDA, je parlais du récit de Benoît, etc. Je me disais, je veux pas faire peur à l'ensemble de la salle. Pour l'instant, ça arrive à quelques militants qui sont aussi bien choisis dans une stratégie politique. C'est assez intéressant, parce que moi, je suis dans les soulèvements de la Terre depuis le début. Actuellement, j'ai eu aucun problème, je n'apparais pas dans les dossiers, etc. Ils ont aussi envie, quand ils ciblent des personnes, c'est toujours extrêmement politique aussi, quoi. Donc là, typiquement, ils ont choisi que des hommes de plus de 35 ans qui habitent à Notre-Dame-des-Landes. Et parce que ça correspond aussi au récit médiatique qu'ils ont pour nous enfoncer. Il y a plein de manières de se protéger aussi, sans pour autant sombrer dans la paranoïa et la clandestinité. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur nos manières de nous organiser aussi. Comment est-ce qu'on ne prend pas
peur d'une manière qui fait qu'on est moins efficace, mais comment est-ce qu'on fait aussi en sorte qu'ils n'aient pas non plus trop de prise pour qu'il y ait 1000 associations de malfaiteurs à la Bure ou à la Tarnac et qu'on soit totalement immobilisé, qu'on dépense toute notre énergie dans la défense juridique, quoi. Et avant d'aller vers la radicalité, en tout cas ce que ce mot veut dire, et puis éventuellement la suite des modes d'action, je voulais te poser une question, Pauline. On a parlé des juges, mais il y a aussi les préfets parfois qui s'attaquent au mouvement écologiste. Alternatiba, c'était en 2021 ou 2022, je ne sais plus, dans la Vienne, avait été menacé de voir ses subventions coupées parce qu'il proposait des formations à la désobéissance civile. Tout ça dans le cadre de la loi séparatisme, qui en gros le préfet de la Vienne, qui était l'ancien directeur de campagne d'Emmanuel Macron d'ailleurs, a considéré que c'était une volonté de trouble à l'ordre public, si je ne me trompe pas. D'abord, comment vous l'avez vécu à l'époque à Alternatiba, et qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de cette doctrine d'État ? On a réagi immédiatement, et la commune aussi a soutenu le festival, le village Alternatiba, et donc tout le monde et les associations sont montées au créneau. Ça dit juste que dans cette loi séparatisme, il y a le pacte républicain, et donc c'est utilisé contre les associations qui font des formations à la désobéissance civile, alors que, comme l'a dit William Bourdon, on a besoin de la désobéissance civile. C'est un souffle dans la démocratie, ça permet de questionner les lois, etc. Donc c'est une nécessité. Je pense que la répression ne fait que commencer, qu'on arrive à une période où il y a de plus en plus de prise de conscience. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent passer à l'action, de gens qui se posent des questions sur leur vie quotidienne, et c'est le début vers l'engagement, et peut-être ça fait le lien avec la radicalisation après, mais le système va arriver dans une situation où, de plus en plus intenable. Donc il y aura de plus en plus de gens qui passeront à l'action, et on va être de plus en plus, il y aura des tentatives de bâillonnement qui seront de plus en plus grandes. Mardi, j'étais à un rassemblement devant le tribunal de Clichy pour un activiste d'Alternative à Paris qui avait fait un tag par terre devant une mairie pour demander une alimentation plus saine dans le cadre des élections municipales. Au bout de quelques heures, il était effacé, il n'y avait plus rien, et là, il est en procès pour ça. On a des activistes maintenant qui, pendant, par exemple, le blocage de l'Assemblée générale de Total, ont été en garde à vue pendant 48 heures. Il y en a 2 qui sont relâchés sans rien, il y en a 2 qui ont un procès. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, c'est pour ça que... mais je pense, par contre, que c'est un signe qu'on dérange. C'est un signe qu'on dérange le pouvoir. Et c'est un signe qu'il faut continuer. Et que derrière tout ça, il y a une nécessité, évidemment, de solidarité, de renforcement, de lutte créative à trouver aussi, et joyeuse, pour tenir face à cette répression et face à la montée en violence globale de la société, avec aussi la montée de l'extrême droite. Enfin, il y a tous ces paramètres-là qui font que dans nos stratégies de lutte, on doit vraiment s'interroger pour être résilient face à ce changement sociétal. William, d'abord pour réagir à ce que disait Pauline, Pauline parlait de peines qu'on peut qualifier d'exemplaires parfois, en tout cas très sévères, mais que l'État imagine exemplaires, j'imagine, la justice. Qu'est-ce que ça t'inspire d'abord ? Est-ce que vraiment on est dans une espèce de radicalisation aussi dans les peines, quelque part, de graduation ? D'abord, pour rebondir sur l'idée qu'on peut défendre des gens, citoyens qui sont poursuivis, et puis être fâché contre le verdict parce qu'il y a une peine qui est symbolique, parce qu'il y a beaucoup de juges qui prononcent des peines symboliques aussi. Donc on n'a pas obtenu la relaxe espérée. Mais publiquement, on a gagné. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la dimension pédagogique, didactique, politique, de bonne contagion du procès, voilà. Après, le soir, dans les brasseries, dans les petites villes, tout ça, on trinque à une victoire qui n'est pas une victoire, qui n'est pas une fausse victoire. Alors, la radicalité, je trouve que c'est une des questions les plus difficiles qui soient, les plus compliquées qui soient. D'abord, il y a une radicalité, je vais vite, il y a une radicalité qui est protégée par le droit international. Il faut se souvenir, c'est important de faire ce petit détour, que le droit de résister à la tyrannie, à l'oppression,
existe depuis l'article 2 de la Déclaration des droits humains de 1789. On la retrouve dans la Constitution allemande, l'article 20, évidemment, les conséquences du nazisme, et on la retrouve dans la Grande Déclaration des droits de l'homme de 1948. Ça dit quoi, ce droit? Ça veut dire que face à l'oppression, à la tyrannie, les gens ont le droit et même le devoir de se soulever. Le texte ne dit rien sur violence ou pas violence. Ça, c'est un autre débat, mais violent. Mais souvenons-nous, le 4 ou 5 décembre 2011, il y a un petit marchand ambulant dans une ville totalement paumée, paupérisée de la Tunisie, qui s'immole. Et ça a été la flamèche qui a provoqué le printemps arabe. Il n'y a pas un historien, il n'y a pas un spécialiste du monde arabe qui l'avait vu. Et donc, moi je pense que, pas simplement en France, il y a beaucoup de pays qui sont, beaucoup de dirigeants qui savent, je pense qu'ils sont mieux informés que tu ne le penses, mais ils sont plus cyniques que tu ne le penses. Mais il y a beaucoup de dirigeants qui savent que le pays, la nation, est une cocotte minute. Ils mettent le couvercle, ils essaient d'éteindre les incendies, mais c'est une cocotte minute. Donc les choses, elles peuvent démarrer, elles peuvent basculer, comme tu le disais, à n'importe quel moment. Et ça rejoint la question que tu évoquais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un acte de désobéissance individuelle ou un acte de désespoir, le jeune marchand ambulant tunisien, déclenche une désobéissance collective, déclenche une insurrection, déclenche un mouvement de masse? C'est ce qu'on appelle l'effet Rosa Parks. L'effet Rosa Parks, c'est Rosa Parks qui, en 1955, à Montgomery, en Alabama, c'est la première afro-américaine, une blanche lui demande de se lever, elle est dans le bus, elle ne se lève pas. Elle ne se lève pas, elle désobéit. Et de ce geste, on appelle ça le mouvement Rosa Parks, a commencé de façon, dans une espèce de contagion vertueuse, tout un mouvement qui, évidemment, qui a été accompagné par Martin Luther King. Donc je termine sur la radicalisation. Je pense que les pouvoirs ne récoltent que ce qu'ils méritent. Et que, à force de cynisme et de mépris, eh bien, il y a une mécanique de la radicalisation contre laquelle on ne peut rien faire. Et qui, en même temps, et dont l'issue finale est totalement incertaine. Parce que la mécanique de la radicalisation, ça peut aussi fabriquer des logiques protectionnistes, de peur, qui font l'affaire aussi de ceux qui n'en ont rien à faire de la démocratie et des libertés. Donc la radicalisation dans une mécanique toxique, ça peut aussi être liberticide. Ça peut être aussi piégeux. Et ça, c'est une responsabilité, pardon, je suis un peu bavard, mais c'est une responsabilité morale et éthique pour les militants, pour les responsables d'associations, pour les avocats, qui est une très grande responsabilité. Jusqu'où on doit aller, jusqu'où on peut accompagner, jusqu'où on peut prendre des risques, sans qu'à un moment donné, et ça, il y a une part d'imprévu, l'effet contre-productif, l'effet pervers, finalement, vient engloutir le bénéfice qu'on espérait de la transgression, de la désobéissance. Et ça, il faut être très, très, très prophétique, etc. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que plus les jeunes, et pas simplement les jeunes de ce pays, vont se heurter au mur de l'impuissance et du découragement, et plus ça va auto-légitimer, à leurs yeux, la logique de radicalisation, avec ces deux potentialités, le meilleur, faire plier, casser la symétrie du rapport de force, ou le pire, durcir les logiques de répression. Mais la radicalisation, ça ne peut pas remplacer le renouveau politique dont notre pays a besoin. Et de ce point de vue, moi je fais partie d'une génération qui est une génération d'orphelins. Pauline, je crois que tu voulais réagir. Oui, notamment sur l'effet Rosa Parks, il y avait aussi, bien sûr, mais tu l'as dit tout autour, c'était prêt. Il y avait un mouvement derrière qui était prêt à saisir cette opportunité et qui a réagi tout de suite et qui a embrayé et qui a
érigé aussi, qui a aidé à ériger Rosa Parks en héroïne, ce qu'elle était. C'est le pasteur qui a fédéré tout ça. C'est le Martin Luther King et tout son mouvement autour. Et donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir des mouvements qui sont coordonnés, qui réfléchissent à la stratégie et pour être prêt à... C'est comme, on dit, les stratèges, c'est comme des surfeurs ou des surfeuses. Il faut regarder la vague arriver et quand elle est là, il faut la voir et surfer dessus. Et quand les gens sont prêts et organisés, eh bien c'est là où on arrive le mieux à saisir l'effroi, la colère, la peur et à la diriger vers des choses positives, d'une transformation, d'utilisation de la colère créatrice pour faire avancer nos revendications, faire avancer la société. Et donc, et dans le mot radicalité, on a racine. Et aujourd'hui, la question qui se pose face à un système capitaliste, colonialiste et patriarcal qui est en train de nous emmener dans le chaos, c'est où est-ce qu'on va creuser à la racine pour le changer. Et nos actions qu'on décide, elles sont à la fois en résistance, donc souvent la désobéissance civile, c'est souvent de la résistance, ça peut être aussi de la création, ça peut être aussi aller chercher des droits qu'on n'a pas. Au Pays Basque, par exemple, ils ont créé une chambre d'agriculture alternative du Pays Basque parce que la FNSEA avait la main mise complètement sur la chambre d'agriculture. Et donc là, on se recrée quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas le droit d'exister, mais vu que ça a été fait de manière très maligne, eh ben, ça existe toujours, et donc on fédère et on crée un autre système. Donc, et ça aussi, c'est radical. C'est radical parce que ça fait changer complètement le paradigme de l'entraide dans le milieu agricole, et ça, c'est valable aussi avec les monnaies locales, etc. Donc, la radicalité, elle se voit à différents niveaux. Mais bien sûr, au niveau de la désobéissance civile, la radicalité, c'est de toute façon aller à la confrontation du système violent. Enfin, c'est accepter de faire face à la violence pour la désamorcer, la violence du système pour la désamorcer. Et ça, de toute façon, ça nécessite du courage, mais surtout de la formation, parce que le courage, il vient quand on est ensemble. Avant de parler des modes d'action, j'avais une question pour toi, Léna, et pour te faire rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, notamment William qui disait que parfois l'attitude de l'État auto-légitime une radicalité, enfin quelque part ils ont ce qu'ils méritent, et on parlait aussi d'étincelles. Quand on a écrit notre livre avec, je suis désolé, je fais beaucoup d'autopromo, mais c'est parce que je parle pas de nulle part. Quand on a écrit l'enquête avec Sébastien, l'affrontement qui vient, il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est que l'État, sur un certain nombre de projets, partout en France, il y avait un schéma qui se répétait, c'est-à-dire qu'on ignorait les contestations des riverains, les enquêtes publiques, on contournait le droit, on détricotait aussi parfois le droit de l'environnement, et ça on le retrouve vraiment partout, et ça explique aussi quelque part une montée en tension. William parlait d'étincelles, est-ce que tu crois que ça, justement, cette espèce de déni démocratique, en quelque sorte un petit peu décentralisé, ça peut créer une étincelle qui va faire que le mouvement écologiste va devenir une lutte populaire? C'est vrai que malheureusement, dans le mouvement écologiste, souvent, on ne pense pas aux luttes territoriales qui ont mobilisé nationalement, historiquement. On pense souvent peu au Larzac, on pense souvent peu à Plogoff ou à la lutte antinucléaire en général, qui en fait était très reliée à des luttes locales dans les années 70-80. Et on voit qu'en tout cas les mouvements écologistes qui ont pris de l'ampleur ces dernières années souvent sont liés à ces luttes de territoire, et qu'en effet ces luttes locales contre des projets polluants et imposés, qui sont en fait toujours reliés à des multinationales ou à des politiques publiques nationales, elle donne envie de s'engager pour plusieurs raisons. Déjà parce que lorsque, à côté de chez soi, à 2 km de chez soi, on voit qu'un champ ou un bois va être transformé en entrepôt Amazon, forcément il y a quelque chose de très concret, et on a l'impression qu'on va quand même pouvoir avoir prise sur cette question-là. Et aussi, comme tu l'as dit, le premier moteur, en tout cas, d'engagement dans ces luttes, c'est le déni de démocratie. C'est de s'être dit, ok, mais en fait, cet entrepôt, c'est nul, j'en veux pas à côté. C'est le bois où je promène mon chien, j'ai un attachement sensible à ce bois.
et s'être rendu compte que voilà, tout le monde dans la commune avait laissé un avis négatif. Souvent, il y a, je sais pas, il y a une grande majorité d'avis négatifs dans la plupart en fait, de ces enquêtes publiques. Et de se rendre compte que même si 90% des habitants de la commune sont contre, en fait, ce projet il va passer en force. Et pour moi, oui, là, c'est une grosse partie du mouvement écologiste, ce mouvement des luttes locales. Et c'est sur ce mouvement de fond qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais malheureusement qui n'était pas assez visible. Là, il recommence à être visible grâce à la carte de reporter des luttes locales, etc. C'est sur ce mouvement-là qu'on s'appuie au sein des soulèvements de la Terre. Aussi parce qu'on pense que c'est vraiment le terreau d'une écologie qui est vraiment populaire parce qu'elle est concrète et qui nous permet aussi, justement, comme tu l'as dit, Pauline, de lutter contre sur nos territoires, mais aussi de se rencontrer entre personnes qui ont envie en fait, de se mobiliser contre ces projets et aussi de proposer autre chose et donc aussi de mettre en place des alternatives que je qualifierais de radicales dans le sens de revenir à la racine du problème sur nos territoires. Et oui, je pense que l'avenir du mouvement écologiste en tout cas est très relié à toutes ces luttes qu'on retrouve partout en France. Il y a plus de 600 collectifs qui existent en France d'après la carte de reporter. Mais il se trouve que voilà, cette carte, elle est mise à jour peu souvent et qu'on pense qu'il y en a en réalité beaucoup plus que ça. Donc en fait, dans quasiment toutes les communes en France, il y a des gens qui agissent déjà pour une société juste et écologique, mais qui souvent commencent à le faire sans politiser cette question. William, tu veux réagir? C'est quoi l'obsession la hantise là, de Macron et des autres là? C'est quoi leur hantise? C'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire la convergence des luttes. C'est ça leur panique. Et vous vous souvenez, pendant les manifs contre la réforme des retraites, il y a eu un début de convergence. Des amis, militants écolos, etc. Et pour la première fois, il y a eu des rencontres avec des jeunes militants écolos, et puis la CGT, dont la sensibilité à l'écologie est quand même assez... Elle n'est pas incertaine, mais en tous les cas, elle est récente. Grâce à la nouvelle secrétaire générale notamment et également au féminisme, bien sûr. Mais c'est la convergence des luttes. Ce qui fait que ça bascule, c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire le fait que ceux qui dénoncent le modèle économique qui nous met dans une espèce d'impasse absolue et le même modèle qui sous-tend la réforme des retraites, et le même modèle hétéronormé, patriarcal, capitaliste, prédateur, cupide, c'est le même dont les bénéfices sont tenus par, je ne veux pas être trop simpliste, mais par une logique qui est une logique de caste, qui est une logique d'entre-soi, qui est une logique de clan. Et donc la question qu'on se pose tous collectivement, finalement, et je ne veux pas être trop décourageant, sinon je ne serais pas là, sinon je n'aurais pas écrit ce livre, mais c'est qu'au fond, on est en droit de se poser la question à un certain moment, mais est-ce que finalement, je ne fais pas sacrifice de ma vie? Parce que le sacrifice ultime du désobéissant face à la tyrannie, c'est évidemment le sacrifice de sa vie. Pardon, mais c'est une des plus belles rencontres que j'ai eues de ma vie, c'est 5 heures de dialogue avec Navalny à Berlin, sorti de l'hôpital juste avant qu'il rentre à Moscou. Ça, c'est le sacrifice avec sa femme, il a 2 petites filles admirables, mignonnes comme tout. Ça, c'est le sacrifice d'une vie au nom de l'intérêt général. C'est pas ce qu'on est en train de se demander à soi-même, mais juste, c'est important de garder à l'esprit qu'il faut résister. Il faut résister. Il faut résister au fait de se dire on ne fait que limiter le pire, on limite les dégâts. Non, on ne fait pas que limiter les dégâts. La convergence des luttes, la professionnalisation et la capacité d'inventivité de la société civile, eh bien, il faut le souhaiter, c'est notre devoir collectif à tous, doit absolument permettre d'arrêter la course folle du monde. C'est ça notre devoir. J'ai une dernière question pour toi, Pauline, et après on passera aux questions si jamais vous en avez. Je suis sûr que oui. On parle
déni démocratique, parfois de mépris, de provocation verbale ou autre. Il y a une impatience, l'urgence évidemment. Et j'étais dans le Larzac pour les résistances par exemple. Il y a eu un débat sur l'articulation des luttes, violence, non-violence. Et on sentait quand même dans le public une certaine impatience. Et parfois on vous demandait de façon un peu véhémente, bon, quand est-ce qu'on passe un cran, pas dans la violence physique, pas du tout, hein, mais dans le sabotage ou dans le choix des cibles, etc. Toi qui as écrit Manifeste pour la non-violence, comment tu fais face à cette impatience-là et parfois cette demande-là disons, de discuter autour de ce sujet-là, de la violence et de la non-violence? Alors ça c'est un débat qui pourrait nous prendre beaucoup de temps. Peut-être juste pour être très synthétique, justement il y a beaucoup de points de convergence et il y a beaucoup de préjugés sur la non-violence. En tout cas la ligne d'Alternativa, de Greenpeace et de la plupart des associations qui se revendiquent de la non-violence dans le mouvement climat, c'est la limite entre violence et non-violence, c'est l'intégrité physique des personnes et pas du matériel. Désarmer comme le font Désarmer des bassines, c'est nous dans notre registre de la non-violence. Après, il y a des petits critères qui diffèrent parce qu'on est à visage découvert et tout, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ça parce que voilà. Mais en gros, c'est voilà. Donc je veux dire, on partage quasiment le même registre. C'est juste qu'il y a des préjugés sur le mot non-violence qui peut-être est mal choisi parce que effectivement, quand on fait bouger les choses dans les actions non violentes, on nous reproche souvent Greenpeace, vous êtes violent, vous avez fait ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça peut être perçu comme violent par les personnes. Et donc, il faut toujours juger, et là, ça rejoint ce que tu disais, de quelles actions on va faire pour générer le soutien du maximum de personnes. Parce que l'objectif des actions, c'est de changer les mentalités. On est dans une bataille culturelle. Et aujourd'hui, le discours à avoir et dans ce qu'on porte, et ça rebondit aussi avec ce que tu viens de dire sur, en fait, on ne va pas juste se contenter de limiter les dégâts, on va tout demander. Parce qu'on veut une société dans laquelle tout le monde peut vivre dignement dans des conditions de vie qui le permettent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a un gouvernement qui fait du greenwashing, qui a un tel lobby derrière lui sur les fausses solutions. Je veux dire, on vient de construire un terminal méthanier pour faire venir du gaz fossile. Le gouvernement veut relancer le nucléaire. Alors il arrive à faire croire que c'est un moindre mal, etc. Mais en fait, on ne veut pas du moindre mal. On veut tout. On ne veut pas vivre avec des risques d'intoxication de nos corps, de nos vies, de l'environnement. Et c'est une ligne radicale qu'on doit tenir. Et ce n'est pas négociable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on choisit les ingrédients qui vont permettre de construire le monde des prochaines années, mais aussi des générations futures. J'avais juste une dernière question pour Léna, juste pour te faire rebondir. Pauline disait on est dans une bataille culturelle. Est-ce qu'on a le temps de mener une bataille culturelle ? Tu as 4 heures. En tout cas, nous, ce qu'on prône au sein des soulèvements de la Terre, en même temps, on fait que diffuser des gestes, en fait. Enfin, c'est sûr que nous, on ne va pas aller du jour au lendemain avoir un plan qui fait que, je sais pas, en une semaine, on va démonter toutes les infrastructures polluantes qui font qu'on va plus émettre de CO2, par exemple, cette année. Enfin, on sait très bien que là, même les actions qu'on propose, c'est pas à la hauteur des enjeux forcément, parce que là, on a face à nous quand même un défi énorme, et il faut être actif dans plein de domaines, en fait. La bataille culturelle, en effet, elle est aussi importante. Et ici, il s'agit de dire, en effet, est-ce que, je sais pas, par exemple, les actions de désarmement des soulèvements de la Terre, est-ce qu'il faut attendre qu'elles soient soutenues par l'entièreté de la population pour les faire ? Déjà, souvent, quand on me pose cette question-là, moi, je me pose la question de quels sont les indicateurs, les études qui nous montrent qu'actuellement, on est peu soutenu. En réalité, il y a eu peu d'études quand même faites sur le sujet, sur l'acceptabilité de la désobéissance civile, et souvent, on nous sort des sondages du Figaro faits sur 1000 personnes, et du coup, souvent, c'est des questions qui sont faites pour nous attaquer et qui malheureusement ne créent pas des débats de fond dont on a besoin. Mais sinon, ce qui est sûr, c'est que, en dehors de ça, je pense que les activistes n'ont pas à attendre d'être soutenus par
l'immense majorité de la population pour faire des actions. Ce sera toujours clivant aussi parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts en fait dans cette société. On ne vient pas des mêmes classes sociales. On n'est pas tous et toutes autant opprimés par le système contre lequel on se bat. Et aussi parce qu'il y a des actions qui ne sont pas faites pour être populaires, elles sont faites pour faire avancer les choses. Après, voilà, je suis quand même d'accord qu'il y a un bon équilibre à trouver. Il ne s'agit pas non plus de donner des éléments pour mettre toute la population contre nous, parce que ces éléments, souvent lorsqu'ils sont détournés, notamment par les lobbies, pourraient nous mettre dans des situations compliquées. Je pense notamment au combat contre l'agro-industrie. La FNSEA, ils ont une force de frappe de communication qui est énorme, et que malheureusement, ils ont quand même des éléments de langage vis-à-vis des agriculteurs, de dire voilà, que c'est le métier le plus détesté de la population, que les écologistes, de toute façon, ils veulent juste aller brûler toutes leurs fermes, etc., qui, lorsqu'on fait certaines actions, leur donnent énormément de grains à moudre et malheureusement ne rendent pas, enfin, compliquent parfois les actions à mener. Donc voilà, tout est extrêmement complexe, mais je pense qu'il faut s'investir partout tant que, en effet, on est dans une perspective radicale, donc d'écouter les scientifiques, d'être à la hauteur des enjeux et de faire en sorte que la planète reste habitable. Alors, on va passer aux questions, si vous en avez. Je crois que vous en avez une. Bonjour. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, que c'est des mouvements culturels. Mais je crois que l'environnement, la politique, c'est pas un mouvement culturel, c'est un mouvement politique. À l'heure actuelle, on voit donc des jeunes filles qui s'aèrent parce qu'il fait très chaud. Au mois d'août, il y a eu 400 morts en France dus aux canicules. Il y a eu des 13 000 morts en 2003. Donc je pense que ce sont des mouvements politiques. C'est des mouvements politiques environnementaux, mais ce sont des mouvements politiques. Et c'est pas de l'écologie, où l'écologie serait plutôt à la limite scientifique pour dire telle plante ou telle biodiversité, quoi. Mais là, ce sont plutôt des mouvements politiques d'environnemental. Et je voudrais qu'on change le nom entre l'écologie et le mouvement politique environnemental, parce que c'est des combats complètes. Enfin. Voilà, il faut que la population va s'en prendre de toute façon, parce que, regardez, il fait 9 degrés de plus qu'il y a 20 ans. Est-ce qu'on va arriver à 12 degrés, 15 degrés, 25 degrés? J'en sais rien. Mais à un moment, de toute façon, si la cocotte, elle bout, elle va vite bouillir, quoi. Enfin, la question que je voulais poser, c'était, est-ce que vous acceptez de dire mouvement politique de l'environnement plutôt que mouvement culturel de l'environnement? Juste, et puis après je passe la parole, mais quand je parlais de bataille culturelle, c'était plutôt au sens de... Enfin, on se rejoint, je pense. Je pense que toute bataille politique, toute conquête politique démarre par une bataille culturelle, dans le sens essayer de convaincre les masses. Peut-être, autour du constat, il y a encore du travail, mais je parlais plutôt des mesures à apporter. Et je ne pense pas que l'opinion aujourd'hui soit prête à épouser un certain nombre de mesures très radicales, et parfois à regret. Mais c'était la question que je me posais. Est-ce qu'il faut prendre le temps d'aller convaincre chaque strate de la population pour essayer de faire une société commune, de faire société ensemble, ou est-ce qu'on fait le pari de la minorité agissante et on avance parce qu'on n'a pas le temps? J'ai pas de réponse, c'est juste une question comme mon rôle me le demande. Si vous voulez réagir. En tout cas, tu as ouvert, je me permets de te tutoyer, j'espère que c'est OK. Tu as ouvert aussi une autre question, mais en tout cas, je pense que nous, de notre côté, on a un peu évacué le mot environnement parce que c'est un mot qui s'est quand même construit. Enfin, justement, le mouvement environnementaliste et le mouvement écologiste, c'est pas tout à fait la même chose. Et le mouvement environnementaliste, c'est un peu, il s'est construit en pensant la nature comme une entité extérieure. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en tout cas, le mouvement écologiste, maintenant, il est plutôt proche des penseurs du vivant, et que dans la notion d'écologie, en tout cas, il y a la notion d'écosystème et d'interdépendance. Voilà, c'était juste une parenthèse supplémentaire, mais sinon, je suis d'accord, et c'est une énorme question, la question de la bataille culturelle. En tout cas, j'ai l'impression que pour le coup, la plupart des gens sont prêts à changer leur mode de vie, et pour moi, c'est pas le frein principal. C'est pour ça que j'ai répondu plutôt sur l'acceptabilité des actions, mais peut-être que voilà, j'ai répondu un peu à côté. William, tu voulais... Moi,
Je pense qu'il n'y a pas plus politique que la bataille citoyenne qu'on évoque. C'est vraiment la bataille politique au sens le plus noble qui soit, puisque c'est une bataille pour changer la cité, pour changer l'ordre des choses. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que ceux qui mènent cette bataille, la plus politique qui soit, sont les plus dépolitisés en même temps. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans la rue, les jeunes qui s'activent, qui veulent mobiliser, qui essaient de créer des alternatives, ne votent plus. C'est ça le sous-jacent de votre question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le vide sidéral, c'est-à-dire que l'absence de passerelles ou la faiblesse des passerelles aujourd'hui en France, dans notre pays, pour des tas de raisons, on n'a pas le temps d'évoquer toutes les raisons historiques, qui expliquent la désertification d'une incarnation dans ce pays, d'une force politique, d'un leadership politique, puis puisse nous proposer autre chose que le vote négatif, c'était le vote contraint et forcé pour éviter qu'une néofasciste prenne le pouvoir dans ce pays. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, le grand déficit, j'espère pas éternellement, mais c'est le grand déficit de notre pays, c'est une bataille politique formidable menée par des citoyens, sans traduction, sans métabolisation à l'échelon d'une force de proposition politique. Tu veux réagir ou je prends une autre question comme... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va en prendre plusieurs peut-être, parce que comme ça, on répondra à tout en même temps. Je vous ai perdu. Ah, ouais. Oui, bonjour, on parle de politique. Est-ce que vous avez l'impression quand même d'être soutenu par des mouvements politiques, vraiment des élus? Pour la part, je n'ai pas l'impression d'entendre beaucoup les élus écologistes réagir par rapport à vos actions. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de leur soutien pour continuer? Enfin, voilà, comment... Parce qu'on a l'impression que les personnes aussi peuvent être contre vous, parce qu'ils disent que vous ne respectez pas assez les élus, les personnes qui sont élues démocratiquement. Est-ce que vous en avez besoin? Comment vous pouvez interagir avec eux? Voilà, Alors, je vais prendre une autre question, comme ça on répond. Est-ce qu'il y en a une autre, monsieur? Merci. Alors j'admire le travail de Mme Boyer et de Mme Lazare, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas ce que veut dire le mot radicalité, en fait. Parce que ce n'est pas un élément de langage inventé par les ennemis des actions des écologistes. Élément de langage qu'on peut retrouver dans les termes éco-terroristes, Khmer vert et choses comme ça. Et donc radicalité, ça pue un peu quand même. Je vais en prendre peut-être une dernière. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Ah. Oui, on va respecter un peu la parité. Merci, j'aurais une question pour Darwin, pour l'organisation et la structuration du débat. J'ai été assez prise de court par Alain Rousset tout à l'heure qui disait qu'il ne savait pas quoi faire et que souvent c'était la posture sur le terrain qui posait problème. Alors pourquoi avoir séparé dans le débat les élus qui sont venus pour l'inauguration et là ce dont on parle aujourd'hui, ce pourquoi on se lève? Voilà. Je vous laisse répondre, du coup. Alors, juste, oui, on travaille en collaboration. En tout cas, il y a beaucoup d'élus qui soutiennent régulièrement les actions, même qui viennent sur des actions de désobéissance civile. Surtout les élus de LFI, ELV, hein, il faut le dire, qui sont, qui portent aussi beaucoup des revendications des mouvements, enfin des organisations à l'Assemblée nationale. Donc qui perdent à peu près tous leurs amendements, mais en tout cas qui défendent la voix qui est dehors dans la rue, à l'intérieur de l'hémicycle. Et ça, au niveau français et au niveau européen aussi. Ensuite, au niveau du mot radicalité, radicalisation, c'est vrai qu'il est très connoté. Après, il y a beaucoup d'amalgame entre radicalité, violence, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, utilisé le même terme toutes les deux. C'est on va
creuser à la racine pour voir jusqu'où on va faire changer les choses. Et comme je disais, bah oui, une monnaie locale, c'est radical parce que ça fait changer complètement l'écosystème économique, ou en tout cas des gens qui vont adhérer à la monnaie locale. C'est une circulation de l'argent à l'intérieur de la commune ou de l'agglomération ou de la région. Enfin, en tout cas du territoire, et du coup qui entraîne des comportements vertueux parce qu'il faut signer une charte, etc. Donc on est dans dans la transformation. Il y a des projets de territoire zéro chômeur longue durée, d'ATD Quart Monde, qui reposent la question même de qu'est-ce que c'est que le travail dans notre société. Donc ça fait partie de ça. Mais après, effectivement, on l'utilise un peu à tort et à travers. Du coup, juste pour finir sur ça, oui, c'est vrai que ce mot d'écologie, cette expression d'écologie radicale, des fois ça me questionne, d'autant plus depuis que je fais partie d'un mouvement qui est en effet accusé d'être un mouvement de criminels, de terroristes, etc. Et qu'on voit que, en tout cas, cette petite musique, elle est vraiment utilisée de plus en plus souvent par le gouvernement pour accentuer une criminalisation qui a des effets en dehors des poursuites judiciaires, qui sont de l'ordre en fait, il y a des personnes qui sont quand même de plus en plus haineuses vis-à-vis de nous. Là, je parlais d'une partie du monde agricole. Vraiment, l'agro-industrie jette de l'huile sur le feu. Et malheureusement, typiquement, dans le cadre de la lutte contre les fermes-usines ou l'agro-industrie en général, il y a de plus en plus de violences commises envers des militants. Et tout ça, c'est assez inquiétant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce terme, on s'est retrouvé à l'utiliser. Moi, je pense que c'est vraiment un beau mot, radical, parce que en face, en fait, on a une écologie libérale qui a été totalement vidée de sa substance et qui ne devrait même plus s'appeler de l'écologie, en fait. Et que lorsque le greenwashing est présent partout, il faut bien trouver un mot pour expliquer, pour parler de cette écologie qui est à la hauteur des enjeux. Et qui nous permet réellement d'avancer. Mais peut-être qu'il faut trouver un autre mot. C'est vrai qu'il y a des chercheurs qui utilisent beaucoup l'adjectif terrestre, que j'apprécie aussi, mais je pense que vite, ça devient très... ça devient aussi un peu obscur. C'est vrai que radical, au moins, on peut expliquer assez rapidement ce que c'est, mais bon, peut-être qu'il faut inventer des nouveaux mots, tout comme on a inventé le désarmement pour éviter de parler de sabotage, et tout comme on pourrait reparler de contre-violence à la place de la non-violence, qui peut-être aussi un terme qui en effet, rendrait les choses plus parlantes vis-à-vis des critiques que reçoivent le mouvement écolo vis-à-vis de leur stratégie. Je crois qu'il faut absolument éviter de se faire piéger par des débats sémantiques. C'est vraiment le piège cynique des pouvoirs, ça. C'est jeter de l'huile sur le feu, instrumenter un concept de façon péjorative pour disqualifier, pour intimider et criminaliser. Mais on s'en fout. Je pense qu'il y a des jeunes, il y a des mouvements, il y a des communautés qui, dans les prochaines années, pourront et devront dire « nous assumons notre radicalisation, elle est indispensable ». Le rapport de force est devenu tellement anxiogène, tellement asymétrique que nous n'avons pas d'autre choix que la radicalité. Donc la radicalité, à certains moments, ça s'assume, ça s'endosse et c'est une source de fierté.